premier numéro Déclic Digital. Pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, cette série, c'est un rendez-vous mensuel que nous avons mis en place à Kaikai. Le principe est simple. Donc, chaque mois, on va recevoir un dirigeant, un entrepreneur, un leader qui a changé sa façon de faire, de piloter, grâce au digital, à l'IA, à l'automatisation ou à la donnée. Et nous allons décortiquer avec lui, aujourd'hui avec Malay, comment il s'y est pris. Donc, le point de départ, quels étaient les obstacles, mais également quels ont été les résultats observés. Nous l'avons appelé le déclic digital parce que tout simplement, chaque transformation commence par un moment précis, celui où l'on comprend qu'on ne peut plus continuer comme avant. Et l'idée pour nous aujourd'hui, c'est de déceler ce moment-là avec notre invité. Et moi, je suis Mamoudou Djibo, cofondateur et directeur général de Kaikai. Et j'anime cette séance avec mon associé qui est avec nous, pas physiquement, mais qui est avec nous ici, Niels Kaiser, que je vais laisser se présenter. Merci Diego. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Niels Kaiser, fondateur de Kaikai. Et peut-être juste pour être en lien avec le sujet, bon, je pense que le digital et le numérique, ça fait vraiment partie d'un de nos piliers fondateurs. C'est un peu ce qui nous a réunis avec Diego, en dehors de l'impact, les partenariats et de pouvoir travailler d'une manière centrée sur l'humain et l'organisation. Mais je pense que la donnée, c'est vraiment le tissu qui réunit ces différents sujets, en fait. Surtout, comment mettre des chiffres sur le numérique au sein des organisations. Merci. Parfait. Merci, Niels. Donc, l'objectif de cette heure qu'on va passer ensemble, il est simple. L'idée, c'est de vous permettre de repartir avec une vision claire, surtout du premier pas à faire pour piloter votre activité avec vos données. Non pas un chantier de 18 mois, comme on entend souvent, mais une démarche qu'on va élaborer tout à l'heure avec Malay, notre invité, et qui va produire un peu ce premier résultat. Voilà, sur lequel qui pourrait vous inspirer derrière. Donc, avant d'entrer dans le sujet, faisons connaissance avec M. Malay Ndao, qui est fondateur et directeur général de Element Pro Group, qui est expert financier, qui est rentré au Sénégal après 11 années d'expérience en France, plus particulièrement à Marseille. Je le précise parce qu'il y tient beaucoup. Donc, il a bâti un cabinet de conseil qui s'appuie pleinement sur le digital et a pu accompagner plus d'une centaine d'entreprises à la création, mais au-delà. Donc, et pourquoi lui aussi? Parce qu'il a d'abord appliqué à sa propre organisation ce dont nous allons parler aujourd'hui, donc il a un peu de recul là-dessus. Donc, Malay, peut-être en quelques secondes, un mot de bienvenue à nos participants. Merci Niels, merci Divo, merci à toute l'équipe des Déclics Digital et merci à toutes les personnes qui nous suivent en direct. Je suis très heureux d'ouvrir cette série avec vous. Et le sujet du jour, tel que je le comprends, il tient à une phrase. Comment décider avec ces données quand elles sont un peu éparpillées de partout? Et ma conviction de départ, c'est que la donnée n'est pas un luxe réservé aux grands groupes. Ce qui manque, c'est sa mise en forme pour décider. Donc, mon objectif ce matin, c'est simple, hein, c'est que vous repartiez avec un point de départ concret pour demain. Comme tu l'as dit, un chantier de 18 mois. Donc, je suis Malay Ndao. Je suis directeur général de Element Pro Group. J'accompagne les entrepreneurs de la création d'entreprise jusqu'à leur structuration comptable, fiscale et stratégique. Et quand on aide à créer une entreprise, on voit tout de suite la différence entre ceux qui partent avec des chiffres dès la première année et les autres qui... Donc, pour ma part, j'ai bâti ma carrière, comme tu l'as dit, entre la France et le Sénégal. J'accompagne beaucoup de porteurs de projets de la diaspora qui veulent revenir au
pour investir. Et quand on pilote une entreprise depuis l'étranger, on ne peut pas décider au feeling. On décide sur les données. Merci pour cette intro, Malaï. Je pense que ça donne le ton sur l'heure qu'on va passer ensemble. Donc, avant d'entrer dans le sujet, aussi, c'est 3 indications qu'on va apporter à vos connaissances. Donc, premièrement, le chat qui reste ouvert avec notre cher ami Dieudonné, qui va modérer le chat, poser vos questions. Donc, pendant toute la séance, posez vos questions à tout moment. Nous allons les répondre à partir normalement de 11h45 dans le chat ou aussi de vive voix avec notre invité ou avec nous, animateurs. Également, le micro, voilà, vous pouvez l'ouvrir quand vous allez aussi parler, lever la main. Donc, je vais mettre les instructions dans le chat. Et la séance sera enregistrée. Donc, vous allez recevoir le lien du replay. En cas de coupure ou d'image ou de son, restez connecté. Peut-être ça peut être une référence technique. Donc, sans plus tarder, donc après avoir présenté Malaï Ndao, directeur général de CMINFO, moi, la première question que j'ai, peut-être Malaï, c'est de poser un peu ces statistiques déjà, qui reviennent très souvent. Donc, avec Nils, peut-être Nils, je vais te laisser parler du deuxième point qui est important aussi, je pense, par rapport aux données, dont tu parlais tout à l'heure. Mais sous les 53%, en tout cas, des entreprises sénégalaises qui ont été créées, sont encore actives 5 ans après, uniquement 53%. Donc, imaginez, alors que 86% passer le cap de la première année. Donc, le cap de la première année, les entreprises arrivent à la passer, mais à partir de la 5e année, voilà, c'est là où on se rend compte en fait des difficultés. Et donc, près d'une entreprise sur 2 ne passe pas 5 ans. Donc, ça, c'est le chiffre de l'ANSD. Et peut-être, Nils, tout à l'heure, quand tu parlais de données, ce serait bien aussi de rappeler ce chiffre de 58%. Voilà, donc on en parle ici. Oui, merci Diego. Donc, en fait, c'est un cabinet européen, BARC, qui avait fait une étude auprès d'entreprises et plus de la moitié des dirigeants qu'ils ont interrogés ont relevé que la majorité d'entre eux prennent les décisions plutôt par rapport au ressenti et à l'expérience qu'aux données. Et donc, même quand les données sont peut-être disponibles, elles sont pas forcément utilisées. Ça, je trouve, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il y a 2 challenges. C'est d'abord, il faut que les données soient disponibles et qu'elles soient utilisables et accessibles aux dirigeants d'une manière qui peut les exploiter. Mais aussi, il y a un aspect de conduite du changement pour que ça devienne un réflexe en fait d'utiliser les données dans les décisions au niveau de toute l'organisation et l'entreprise. Excellent, merci Nils pour ce décor. Donc, cela montre que la donnée existe. L'enjeu qui est vital actuellement, c'est pourquoi on décide largement au ressenti. Et ça, c'est quelque chose aussi que ces chiffres rappellent. Et sûrement, c'est des choses que vous avez observées, Malaï, avec les entreprises que vous accompagnez tous les jours. Et moi, ma première question, c'est quel a été votre point de départ? Comment vous pilotiez votre activité, que ce soit au niveau des impôts, mais aussi de vos clients, par rapport justement à ces données? La question me ramène à me poser cette question sur quoi repose vraiment nos décisions aujourd'hui. Parce qu'en fait, en tant qu'entreprise ou en tant qu'entrepreneur, quand vous fixez un prix, vous recrutez, ou quand vous investissez, ou même quand vous achetez du matériel, sur quoi repose réellement votre décision? Ça, c'est ma question. Et le plus souvent, ça repose sur l'expérience, sur l'intuition, comme l'a dit tout à l'heure, ou peut-être sur l'urgence, ou peut-être même l'avis d'un proche ou de ton comptable qui te le dit 6 mois plus tard. Et très rarement,
ça ne repose que pas sur des indicateurs disponibles à temps réel. Parce que ce qu'on note aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entreprises pilotent leurs voitures en regardant dans le rétroviseur. Je m'explique. C'est-à-dire qu'ils décident en regardant dans le passé. Sur le bilan de l'année dernière, peut-être, le résultat d'il y a 6 mois. Ou peut-être même sur la facture qui est déjà payée. Hein. Et souvent, c'est trop tard. Et comme tu l'as dit, on ne conduit pas une voiture en regardant dans le rétroviseur. Quand on conduit une voiture, on regarde la pare-brise, parce que sinon, on risque de faire des accidents. Excellent. Pilote avec la donnée, c'est vraiment regarder avec la pare-brise, regarder ce qui se passe maintenant et ce qui arrive. Et qu'est-ce qui concrètement ne fonctionnait pas dans cette façon de piloter quand vous faites référence à cette image de, voilà, il ne faut pas forcément regarder le rétroviseur, il faut regarder le pare-brise, il faut regarder souvent le tableau de bord, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui ne fonctionnait pas avant? Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas? C'est-à-dire que regarde aujourd'hui, regarde simplement où vivent nos données. Et dans une entreprise commerciale, les ventes sont dans un fichier Excel. La comptabilité, elle est peut-être dans un logiciel comptable ou externalisé. Les paiements, ils sont à la banque. Les clients, souvent, sont gérés peut-être sur WhatsApp ou même les contrats de travail, tout ça, c'est peut-être géré sur des papiers. Il y a aussi parfois des RH qui sont de côté. Le résultat, c'est que chaque service connaît juste une partie de l'histoire. Et personne ne connaît toute l'histoire. Il n'y a pas un problème de données, en fait. Moi, je pense que ce n'est pas un problème de données. C'est un problème de conversation entre les données. Excellent. Et moi, dans tout ça, longtemps, j'ai fait exactement pareil. Hein. Et laisse-moi vraiment t'expliquer comment ça a basculé. Je pense que ça va faire l'objet de ton prochaine question. Comment ça a basculé? Ça a basculé parce que pendant longtemps, moi, en tant qu'MN Pro, et même par rapport aux entreprises que j'ai accompagnées, j'ai cru que le problème, c'était le manque d'information. Or, ce n'était pas ça. Peut-être sur l'aspect bascule, on va y revenir en profondeur. Effectivement, Okay. On a pris un point là-dessus qui va permettre de ressortir cet aspect technique. Mais j'aimerais comprendre aussi qu'est-ce que cela vous coûte, parce que vous avez parlé du fait qu'il y avait des données sur Excel, des données peut-être sur WhatsApp, d'autres sur d'autres sources. Et concrètement, comment dirais-je, qu'est-ce que cela vous coûte? C'est en temps, en argent ou bien en qualité de livrable? Quelles ont été les conséquences? Ben, ça peut coûter, c'est perte de temps sur les décisions que l'on prend. J'ai des exemples concrets hein, par rapport à ça, que c'est mon vécu, hein, que j'ai vécu. L'exemple que je peux te donner, c'est par rapport à une entreprise en fait que j'accompagnais. Ils étaient convaincus à un moment donné qu'il manquait de clients. Donc, ils s'apprêtaient à faire un gros investir beaucoup dans la publicité. Donc, on a pris le temps de regarder les chiffres. Les devises étaient nombreux, les prospects étaient nombreux. Mais après, on se rend compte que 35% des devis étaient transformés. Donc là, le problème n'était pas d'attirer des clients, n'était pas d'aller faire de la pub. Mais c'était de suivre les devis qu'on fait. Donc, au résultat, au lieu de dépenser des millions dans la pub, il faut regarder le processus commercial si elle marche bien. Donc là, interroger les données a permis de ne pas investir des millions dans la publicité, et plutôt que se concentrer sur ce qu'on a, sur le pôle commercial, et essayer vraiment de suivre les devis qu'on fait, de rappeler derrière les clients pour valider ces devis. C'est parfait. Je pense que tu as fait une bonne transition par rapport à cet exemple concret. Je vais laisser Nils la parole pour justement creuser un peu les exemples concrets en termes de pratique ou bien
des choses que vous avez mises en place pour MNPro, bien pour vos clients. Donc, Nils. Oui, et Malay, en fait, moi j'aimerais creuser un peu plus sur le point des décisions. Est-ce que tu as un exemple où tu vois que d'avoir les données par rapport à cette décision a vraiment aidé d'abord dans le processus de la décision, mais par rapport ensuite à la décision qui a été prise? Est-ce que tu peux donner un exemple où la donnée était vraiment un aspect qui a amélioré le résultat de cette décision, en fait? Un exemple par rapport à ça, l'exemple que je peux donner, c'est peut-être par rapport à quelqu'un que j'accompagnais, en fait. Et à un moment donné, il voulait acheter une machine, un ordinateur. C'est vraiment par rapport à des gens que j'accompagne. Et parce qu'en fait, à un moment donné, il se sentait débordé et il pensait que investir sur une deuxième machine pouvait permettre vraiment que c'est une entreprise commerciale, hein, que pouvait permettre que les chiffres montent. Et là, en voyant, c'est que c'était pas le problème, c'était pas ça, parce que là, ce qu'ils avaient comme matériel, ils l'utilisaient qu'à 60%. Donc ça, c'était plus une organisation qu'il fallait avoir que d'acheter et d'investir à l'achat de nouvelles machines. D'accord. Et là, par rapport à l'utilisation des données dans la prise de décision, c'était quoi, c'est quoi les obstacles de manière générale que tu rencontres? Est-ce que c'est plutôt des obstacles techniques? Est-ce que c'est humain, culturel? Mais c'est plus organisationnel, hein, je pense. C'est plus organisation parce que les données, elles sont là. Mais c'est juste qu'on ne cherche pas les bonnes données. On n'interroge pas les bonnes données. L'exemple concret, je peux donner ça, et ça, c'est vraiment par rapport à MNPro, c'est par rapport au retard. Tu sais, récemment, j'ai fait une petite calcul par rapport aux absences, au retard. Et j'ai un exemple concret par rapport à ça, c'est mon vécu. C'est une petite entreprise comme MNPro où on est 5. Et c'est un constat que j'ai fait, que j'en ai même parlé en réunion avec les employés. Un lundi, les 4 sur les 5 employés, les 4 ont eu du retard. Et je me suis permis de noter chaque retard, le nombre de minutes que chaque personne il a eu. Donc, je me suis retrouvé avec une personne. La première, elle a eu 20 minutes de retard. L'autre, il a eu 30 minutes de retard. L'autre, 45 minutes de retard. Et l'autre, il a eu presque 1 heure de retard. Donc, quand on additionne ces retards en une journée, c'est 2h35 minutes d'heures perdues en une journée. Et ça, personne ne voit. Personne ne voit passer. C'est écrit nulle part dans la comptabilité. Hein. Et maintenant, quand on cumule dans le mois, même en restant prudent, prenons exemple juste 1 heure de retard, cumulé par jour sur l'équipe. Mais dans le mois, ça fait 20 heures. 20 heures, c'est presque 3 jours où une personne n'est pas venue travailler. Moi qui aime des chiffres, allez, ajoutez 5 salariés, un jour d'absence non planifiée, chaque mois. Sur 5 salariés, ça fait quoi? Ça fait 60 jours dans l'année. 60 jours, c'est comme si une personne n'est pas venue travailler pendant 3 mois. Et ça, c'est les données qui permettent de l'avoir. Si j'avais pas un logiciel de pointage qui me permet d'avoir ces données-là, ça, je ne pouvais pas savoir. Ouais. Et du coup, ça t'a donné aussi un argument pour les discussions ensuite, pour adresser le problème. Exactement, c'est exactement ça. Et aujourd'hui même, vous voyez, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont déjà des logiciels de pointage. Hein. Je sais qu'à KK, vous avez des logiciels de pointage. Beaucoup d'autres entreprises, je sais qu'à MJ, ils ont des logiciels de pointage. Mais aujourd'hui, avoir un logiciel de pointage, ça ne suffit pas. La pointeuse, elle peut enregistrer des heures sans que personne n'analyse les chiffres. Et il faut analyser les chiffres pour vraiment savoir ce qui doit et te permettre de pouvoir prendre les décisions. Après, on verra peut-être qu'il y a des absences et sur ça, on prend les décisions.
Et combien de temps, bon, j'imagine que c'est aussi un processus. Il y avait un constat, tu as pris la décision d'analyser ces chiffres. Maintenant, tu te dis, OK, bon, faut peut-être que je regarde de manière régulière, que je fasse cette analyse. Combien de temps ça a mis en place pour mettre ce processus? Le processus par rapport au... Bon, après, à un moment donné, en tant que chef d'entreprise, il y a des choses qui sont alarmantes. Tu vois que il y a il y a du retard. Enfin, il y a du travail, les gens, ils sont pas là. Imagine, il y a une réunion un lundi matin où toute la stratégie doit être décelée, les gens, ils sont en retard. Ben, tu sais que ça, si ça continue comme ça, tu vas te croire dans le mur. Après, il y a des décisions à prendre. OK, ça marche. Ouais, Écoute, merci. Ouais, vas-y, Diego. Moi, c'était justement par rapport à ça, juste pour revenir sur ces aspects de gain de temps que ça a fallu, comment dire, pour avoir ces premiers résultats. Il a parlé du constat, si je comprends bien. Tu as évoqué aussi la dispersion des données, globalement, en parlant des exemples d'Excel, des fichiers bancaires, et ainsi de suite. Et également le fait que les données soient disponibles, mais qu'elles ne sont pas exploitées. Donc, en termes d'obstacles par rapport aux questions de liste, que ce soit technique, humain et culturel, j'ai compris qu'il y a un aspect organisationnel, mais aussi humain. Donc, voilà, si je résume un peu là-dessus. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as pu trancher? Peut-être qu'auparavant, tu n'avais pas forcément les infos pour pouvoir trancher dessus. Ce que j'ai pu pencher par rapport... Ouais, les décisions que tu as pu prendre, peut-être qu'avant, au début, tu n'avais pas assez de retour et assez d'informations pour pouvoir prendre ces décisions-là. C'est plus centraliser tout, centraliser tout. L'utilisation de logiciels qui nous permet d'avoir un tableau de bord, qui permet d'avoir toutes les données à temps réel. Parce que souvent, nos clients, comme dans la compta, les clients, ils envoient des factures. Les factures, ils les envoient un peu tard. Je prends les entreprises qui externalisent leur comptabilité, les factures, tu les as parfois un mois après. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, à chaque fois qu'ils ont les factures, de pouvoir les avoir. Il y a des logiciels qui permettent d'avoir, qui permettent de pouvoir avoir les factures en temps réel. Ça permet d'avoir les données à temps réel et nous permettre de pouvoir faire ces analyses-là. C'est bon. Peut-être après, je pense que s'il y a des tableaux de bord avec des données qui ne sont pas forcément confidentielles, voilà, peut-être les participants seraient ravis de voir un exemple, juste même si c'est pas, voilà, si ça, je demande ça, je dis rien. Et aujourd'hui, parmi dans le public, on voit les chats, on a des dirigeants ici, souvent aussi qui ont ces problématiques par rapport à ces données. Et justement, si on se met à la place d'un dirigeant qui nous écoute ici, j'ai vu tout à l'heure Milan, voilà. Milan qui nous écoute, ces données sont réparties entre 3 outils et un tableur Excel qui est là. Rien n'est relié, donc elle a ses programmes de coaching ici, les participants dans une base de données, d'autres dans le WhatsApp, d'autres dans les emails. Si elle devait commencer quand même, qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Est-ce que c'est connecter avant de commencer, genre il faut connecter tous les outils avant de commencer, genre et décider utilement avec ces données qui sont imparfaites, ou bien voilà, il faut d'abord agréger tout ça avant de pouvoir décider. Quel serait le premier pas? Le conseil que j'aurais pour Milan, c'est déjà, le conseil numéro, c'est de ne pas chercher toutes ces données, de chercher les bonnes. Et pour une entreprise, 5 indicateurs suffisent pour commencer. Il va de soi que pour une entreprise, vous conviendrez avec moi qu'il faut connaître son chiffre d'affaires. Il faut connaître sa trésor, connaître la marge, connaître ses délais de paiement et surtout connaître le nombre de nouveaux clients.
Ces 5 indicateurs, et ça résume vraiment la vie d'une entreprise. Je récapitule le chiffre d'affaires, la trésor, la marge, les délais de paiement et le nombre. Mon esprit de comptable va venir me permettre de parler peut-être des vous entendez souvent qu'on vous explique le taux de marge. On vous parle souvent du poids des salaires, du délai de paiement des clients, du seuil de rentabilité. C'est des choses que vous entendez en tant que chef d'entreprise. Peut-être qu'on entend, que ton comptable te dit tous les jours, on n'a pas encore atteint le seuil de rentabilité, on sait pas, on connaît pas la rotation des stocks. Quelqu'un comme Jigo qui s'y connaît pas en comptabilité, tu lui parles de rotation des stocks, il connaît pas, il sait pas c'est quoi. Tu lui parles de taux de marge, il sait pas c'est quoi. Mais pour moi, un chef d'entreprise doit connaître c'est quoi le taux de marge. Le taux de marge, c'est ce qui vous reste sur chaque vente une fois que la marchandise elle est payée. Et ça vous permet de savoir si vos prix tiennent la route. Le poids des salaires sur une entreprise, c'est la part de votre richesse. Qu'est-ce qui peut dans la part de votre richesse, qu'est-ce qui part en salaire? Et ça permettra au chef d'entreprise de savoir si la masse salariale, elle est soutenable ou pas. Avant de se lever et de payer des salaires de 400 000, 500 000, il faut voir si la masse salariale, elle est soutenable. Le délai de paiement des clients. Souvent, on fait des créances. On ne fixe pas un délai de paiement. Donc, le délai de paiement, ça permet de savoir combien de jours en moyenne vos clients mettent à vous payer. Et là, vous pouvez agir pour voir comment soulager votre trésor. C'est des textes, hein, c'est des choses qui sont dans vos données. Hein. Le seuil de rentabilité, le bilan comptable qu'on vous envoie, vous verrez toujours tout ça. Il y a un tableau de bord avec des soldes intermédiaires de gestion. Le seuil de rentabilité. Tu as entendu souvent parler de seuil de rentabilité. C'est quoi le seuil de rentabilité? C'est le chiffre d'affaires minimum pour ne pas perdre d'argent. La rotation des stocks pour les entreprises commerciales. C'est quoi la rotation des stocks? C'est combien vos marchandises dorment chez vous avant d'être vendues. Donc ça, c'est des choses. Certes, voilà, mais la donnée nous permet de connaître tout ça. Et c'est dans vos chiffres. Excellent. Là, on voit le financier, le comptable qui parle. Et peut-être un deuxième conseil pour l'IA, c'est peut-être d'unifier progressivement. Essayer d'unifier progressivement. Beaucoup pensent qu'il faut tout connecter avant de commencer. C'est faux. Un tableau de bord simple aujourd'hui, qu'on améliore au fur et à mesure, et vaut mieux qu'un grand projet qu'on ne démarre jamais. Donc, si je résume un peu les points que tu as soulevés, donc c'est déjà de s'assurer que on commence par un nombre limité d'indicateurs, ne pas essayer de calculer 30, 50 indicateurs, et deuxièmement, de s'assurer que les indicateurs sont vraiment bien adaptés à l'activité de l'entreprise. Et troisièmement aussi, d'y aller progressivement, de pouvoir évoluer, commencer par quelque chose de simple et ensuite évoluer. Et surtout de décider régulièrement. Décider régulièrement, ça m'amène à dire qu'une donnée qui dort dans un logiciel ne sert à rien. Donc, essayer de faire une réunion mensuelle de pilotage ou semestrielle ou hebdomadaire, peu importe. Je pense que c'est souvent plus utile que d'avoir un nouveau outil, en fait. Donc, faites des données, essayez de voir la progression des données, et ça permettra de prendre des décisions. Ok, super. Excellent, merci Nick pour ce petit résumé. Là maintenant, on va passer à ce moment de déclic. Tout à l'heure, tu avais commencé à l'évoquer, mais peut-être un peu plus pour nos participants, pour savoir, là on a beaucoup parlé de ce qui ne fonctionnait plus, cette dispersion de données, parfois ce manque d'organisation,
parfois le fait que c'est-à-dire le fait qu'on veut chercher toutes les données alors qu'il faut chercher les bonnes données, si je comprends bien tout à l'heure vos propos. Donc, après avoir parlé de ce qui ne fonctionnait plus, maintenant, le déclic, ça va être autre chose, c'est justement quel a été le moment précis où la donnée est devenue quelque chose, une évidence, en gros, vous vous êtes dit, là, c'est pas possible, en fait. Et quel a été ce moment de déclic et comment cela s'est manifesté? Au début, comme je faisais que de la compta, j'étais pas trop dans le conseil. Ma phase, le déclic, ça a été le jour où j'ai cessé de voir les chiffres comme une obligation administrative, outil de pilotage. Ça a été mon déclic, en fait. Et j'ai compris que ces données-là, les données que j'ai pour me permettre de prendre des décisions fortes, de savoir si je dois investir ou pas, si j'ai les moyens de pouvoir investir ou pas, si cet investissement, ça vaut la peine de mettre l'argent là ou pas. Ça a été mon déclic, en fait. Et une fois ce déclic constaté, je comprends qu'il y a une obligation à faire dans le cadre de votre métier. Vous avez vu les limites. Est-ce que ces données, vous les disposiez ou bien c'était quelque chose que vous devez voir ailleurs? Comment maintenant, une fois que tu as eu ce déclic, quelles ont été les actions juste après? Mais les données, tu sais, dans mon métier, les données, ils étaient là. J'ai les factures, j'ai une obligation légale de faire des déclarations mensuelles, trimestrielles, annuelles. Donc, les données, ils étaient là. Après, c'était la façon d'utiliser les données. C'est la façon de les interroger. C'était ça le problème. Donc, parfois, quand tu es comptable, toi, tu penses que la comptabilité, toi, ça sert qu'à déclarer des impôts. Or, c'est pas mais vraiment de piloter une entreprise. Il en va de la survie de l'entreprise et vouée à l'échec. Excellent. Excellent. Et juste une dernière voilà, par rapport justement à cette déclic. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place? Parce que vous avez parlé que vous avez les données qui étaient là, c'était sous quel format, c'était quel type de données, et maintenant, quelle a été la manière d'exploiter ces données-là? Qu'est-ce qui a été mis en place? C'est plus un tableau de bord, donc avec les logiciels comptables, c'est plus un tableau de bord qui a permis vraiment de pouvoir connaître à temps réel ce qu'il y a, tous les entrées qu'il y a, les factures qui ne sont pas payées, faire un suivi régulier tous les jours. Excellent. Excellent. Donc, peut-être nous permettre un moment, quelqu'un pour parler un peu de ce que nous faisons concrètement. Et donc, nous, justement, ce sujet des données éparpillées, c'est quelque chose qu'on a observé un peu partout, chez nous d'abord. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a beaucoup d'outils qui collectent des données un peu partout. Mais on a pu très tôt identifier, en tout cas, le pouvoir de ces données-là, la possibilité de les agréger. Donc, comme aussi, on a cette chance d'avoir la capacité technique de pouvoir les exploiter, pour avoir des décisions éclairées. Donc, et nous en avons fait une intervention courte, voilà, pour permettre justement, tout à l'heure, ça a fait tilt dans mon esprit quand tu disais, au lieu de faire 18 mois ou 1 an à essayer de rassembler des données, voilà, faisons ce qu'on a déjà, au fur et à mesure, on continue d'enrichir ce tableau de bord. Et nous, justement, c'est cette conviction que nous avons. On l'a appelé des quick wins, c'est de voir avec une structure, quel est le point de douleur par rapport à ces données-là. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les bonnes données, comme vous l'avez dit, et j'aime bien cette expression, pas forcément toutes les données, mais avec les bonnes données. Comment mettre en place un tableau de bord de décision rapide avec un premier résultat, avec une extension maintenant ensuite. Et on a une bonne nouvelle que je vais laisser Nils annoncer également par rapport à ce processus de formation et d'accompagnement. Oui, donc la bonne nouvelle, c'est que KK a été accrédité pour le 3FPT. Et donc, on est en mesure pour les entreprises sénégalaises que tout ce qui est formation, data et la décision, le développement de cette première expérience dont Diego a parlé, peut être éligible à un financement
par le 3FPT. Donc, on va sûrement y revenir et communiquer aussi plus largement là-dessus, mais vous êtes presque les premiers à apprendre cette nouvelle. Exactement. Félicitations à toute l'équipe de KKI. Merci à vous. Et voilà cette parenthèse fermée. Nous allons passer maintenant à vous, les participants qui avez bien écouté Malaï, de poser vos questions soit dans le chat, ce sera relayé, ou bien au micro, vous levez la main et notre régie de données aujourd'hui va vous donner la parole et surtout n'hésitez pas à indiquer votre prénom et votre entreprise avant de poser votre question. Donc voilà, s'il y a des personnes parmi vous qui ont des questions, voilà, n'hésitez pas à lever la main ou à le poser dans le chat. Nilan? Oui, Nilan. Bonjour, bonjour à tous, à toutes. J'espère qu'il y a des femmes dans le panel. Merci beaucoup pour cette introduction et puis bravo Kaikai pour votre certification. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Malaï, tout à l'heure, quand tu as parlé de faire discuter les données. Ça a fait tilt chez moi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a quelques années, je travaillais pour une organisation où justement la question du rapport aux données était très importante. Et en discutant avec un sociologue, il nous a rappelé que dans notre contexte sénégalo ou africain, le rapport à la donnée est quelque chose qui est très lointain et qui est même inconscient dans notre histoire, parce que compter, c'est aussi le rappel en fait d'histoire, ça vient très très loin, de la colonisation où on comptait pour amener les gens à la guerre, et c'est pour ça que même quand on fait des recensements, les gens ne veulent pas. Donc il y a une dimension sociologique dans notre rapport à la donnée. Bon, peut-être que les nouvelles générations sont moins impactées, mais quelque part, c'est un sujet. Après, pour moi, je dirais par rapport à ce que tu as dit, et je parle de moi-même, parce que je vous remercie d'avoir pensé à moi dans votre dialogue, mais je pense qu'il y a, donc, moi, dans mon travail d'accompagnant, moi, j'accompagne des entreprises sur la dimension du développement organisationnel et d'équipe. C'est que souvent, il y a aussi ce qui fait peur, c'est la peur du miroir. C'est-à-dire que quand on a les données, la vérité, elle est fixée, quoi. On ne peut plus tricher. Donc, la question du rapport à la transparence. Il y a aussi un peu la perte de pouvoir. Ah là là, j'ai des travaux à côté de chez moi, donc il y a le fait de perdre un peu de pouvoir. Bon, la peur fiscale, on est bien d'accord. Et puis, donc voilà, c'est un peu ça que je voulais aborder pour rajouter un peu à ce que Malaï a dit. Il y a une dimension à ne pas négliger, c'est la dimension individuelle, psychologique et sociologique du rapport à la donnée. Voilà, qui n'est pas seulement, qui est plus complexe. Voilà. C'était mon petit grain de sel et merci beaucoup. Merci Nilan. Malaï, quelque chose à rajouter par rapport à l'angle de vue de Nilan? J'ai bien aimé en tout cas cet aspect de miroir que la donnée peut faire. En fait, après, il en va de ça que parfois c'est, en tant que chef d'entreprise, parfois c'est nous, on ne veut pas voir, hein, mais les données, elles sont là. Donc après, c'est la responsabilité de chaque dirigeant. Si aujourd'hui, tu as des objectifs, tu veux grandir, tu sais là où il faut taper. Tu sais ce qu'il faut aller voir, tu le sais. Au fond de toi, tu le sais. C'est parfois comme les gens qui dépensent sans savoir ce qu'il y a dans le compte bancaire, sans vouloir aller consulter leur compte pour savoir ce qu'il y a. Quand tu mets la carte pour savoir si vraiment ça va passer ou pas, mais au fond de toi, tu sais que ces dépenses que tu es en train de faire
n'apportera peut-être rien à ton entreprise. C'est quelque chose que tu fais parce que tu as envie de le faire. Ou tu veux investir parce que tu vois les autres investir, toi aussi tu veux investir. Or, cet investissement que tu es en train de faire, c'est pour ton entreprise. Tu as peut-être ton comptable chez toi, tu lui poses la question, il pourra voir si l'investissement que tu es en train de faire pourrait être rentable pour l'entreprise ou pas. Après, parfois, il en va de la responsabilité des chefs d'entreprise que nous sommes. Excellent. Comme je ne vois pas encore d'autres mains, bon, je vais en profiter juste pour, parce que la question de Milan m'a posé aussi une autre question. C'est de savoir qu'est-ce qu'on perd. Tout à l'heure, on a parlé de certaines conséquences de manière générale, mais est-ce que tu as un exemple à donner ou une décision qui avait été prise, parce que tu as donné l'exemple, quelque part, une décision a failli être prise, mais heureusement, voilà, par exemple, pour la personne qui voulait acheter une machine, mais après un exemple, que ce soit avec toi ou tes clients, d'une décision qui avait été prise et quelles ont été les conséquences, en fait, auprès de cette organisation et auprès de MNPO. En fait, une décision positive qui est importante. Peut-être, j'avais une entreprise en fait qui se réjouissait d'avoir un beau bénéfice en fait de l'année. En regardant, en fait, cette histoire de provision, en regardant ce qui devait encore payer, ils ont vu qu'il y avait un client qui est dans le doute et ils savaient que cette facture-là n'allait plus jamais venir en fait. Donc, toi, en tant que chef d'entreprise, tu penses que tu feras en fin d'année, tu feras tel bénéfice. Et dans ce bénéfice-là, tu sais qu'il y a un client dont tu es vraiment qui, entre-temps, a eu des problèmes. Tu sais que cet argent, tu ne l'auras pas. Donc, tu avais pris une décision de distribuer des bénéfices, mais en se rendant compte, en interrogeant les données, tu te rends compte que les bénéfices que tu pensais avoir en fin d'année, tu ne l'auras pas. Mais là, la donnée t'aura permis de ne pas distribuer des bénéfices et de se contenter du bénéfice que tu as pour faire. Et donc, si je comprends bien là, en fait, ce n'est pas un problème d'outils ou de logiciel, c'est un problème soit de stratégie ou bien de compréhension des besoins, en tout cas de ses propres besoins, ou bien de savoir ce dont j'ai besoin pour pouvoir décider avant l'outil, si je comprends bien. L'outil vient après. L'outil, il viendra après. Parce que tu peux avoir toute forme d'outil, mais si tu ne donnes pas les bonnes données, il ne te ressortira pas quelque chose de bon. Le problème, pas l'outil. Le problème, c'est toi. C'est ta façon de l'interroger ou de mettre les données. Excellent. Excellent. Aujourd'hui, là, si je prends l'exemple de Menco, quelle est la variété de types de sources de données que vous avez au niveau des Menco? Est-ce que il y a un logiciel ici, il y a des fichiers Excel là, je ne sais pas, il y a un autre outil là-bas de l'autre côté. Quelle est la variété d'outils et de nombres ces outils sur lesquels maintenant tu es arrivé à agréger cette information-là? Aujourd'hui, déjà avec MNPro, au-delà de l'aspect comptabilité, nous avons une plateforme qui nous permet d'entrer déjà en contact avec nos clients. C'est-à-dire que pour toute la partie création d'entreprise, on a un logiciel où directement sur Internet, tu peux renseigner toutes les informations. Et derrière, ça nous permet, nous, d'avoir, à partir du site, tu peux prendre rendez-vous par rapport au service que tu veux. Et nous, derrière, on l'a. C'est-à-dire que tout le monde est connecté sur le même outil. Et ça permet de voir le rendez-vous qu'on a, les demandes qu'on a et de pouvoir les suivre sur le même tableau de bord. Excellent. Je vais laisser Maria Maba poser la question et après on va la suite. Oui.
Micro. Micro. Bonjour à tous. Bonjour, Présidente. Bonjour à tous. Kai, merci pour l'initiative de cette session en fait d'information. Merci Malaï pour l'intervention. Alors moi, je peux peut-être avoir plusieurs questions, mais qui vont peut-être se retrouver un petit peu dans l'analyse que j'ai comprise par rapport à la comptabilité. Donc pour moi, ça a été très clair. On sait qu'il y a 5 points à avoir pour pouvoir avoir une analyse pertinente, en fait, avoir des données pertinentes pour avoir une bonne analyse de sa structure. Maintenant, moi, d'un point de vue, on va dire management, d'un point de vue humain, quels seraient en fait au minimum les 3 repères qu'on pourrait avoir dans le cadre en fait d'un management humain sur ces données-là. Et après, peut-être, j'ai compris que pour les structurer, c'est un tableau de bord qui permet un petit peu de structurer toutes ces données et après de pouvoir les faire parler. Et moi, vraiment, la question, c'est quelles données avoir dans le cadre du management. Voilà, merci. Si, Mariama. Excellente question, Mariama. Elle revient très souvent, c'est les dirigeants qu'on accompagne dans le cadre du management par rapport à tes employés. Quelles données? Déjà, le premier, c'est l'assiduité par rapport à tes employés. Là? L'assiduité. L'assiduité qui vient à l'heure, il y a des règles qui sont mises en place, si tout le monde respecte. Ça, c'est quelque chose, ça, c'est vraiment, et surtout la responsabilité de chacun. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, chacun de tes employés, il est assigné, il a des tâches qui lui sont assignées. Et voir vraiment si ce qui leur est assigné, est-ce qu'ils le font bien? L'idée que j'ai eue en côtoyant quelqu'un et en côtoyant Digo et Nils, moi, ça m'a permis d'avoir une autre approche. Avant, comme ceux qui font à Kaikai, ça c'est quelque chose que j'ai étudié chez Kaikai, d'avoir le dérive. C'est-à-dire que tous les matins, que chacun met son humeur, les dossiers sur lesquels il a travaillé hier, les dossiers sur lesquels il va travailler aujourd'hui, et s'il y a des points de blocage, qu'il les met. Ça te permettra, toi, au moins, de savoir, parce que chaque personne ne va pas, Mariama ne va pas venir hier dire qu'il a travaillé sur ça, et aujourd'hui, revenir dire aussi, toujours sur le même dossier, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un point de blocage, et c'est de savoir c'est pas le point de blocage. Ça te permettra de pouvoir faire un suivi par rapport à tes employés et de pouvoir prendre les bonnes décisions. Pour le daily board, je l'ai essayé, mais j'ai trouvé assez fastidieux. Parce que j'avais trop de collaborateurs. Non, en fait, c'était un problème de nombre. Je pense que quand on est une petite structure, si on a 3, 4, ça va. Mais moi, vérifier, enfin, j'avais à peu près 8 personnes ou 9, on va dire, et même il y a certaines personnes que j'avais pas mis dans le daily bot, et c'était assez fastidieux pour moi c'était trop nombreux et il y avait beaucoup trop d'informations quand je pense qu'on est nombreux en fait. Merci. Merci. Merci, Maître. Bon, de toute manière, suivant le nom de ça, c'est notre rôle, c'est de voir quel est le meilleur outil dans votre contexte. Donc, si vous êtes 2, 3 ou 4 ou 20 ou 70, nous, voilà, on peut faire un peu cet état de mieux, identifier les compétences que vous avez en interne et sur cette base, en tout cas, vous accompagner avec l'outil. Et après, comme tu disais, Digo, les données ne prennent jamais la décision. Elle éclaire juste sur celle du dirigeant. Excellent. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Y a-t-il une autre question pour Malaï?
Ou bien quelqu'un a-t-il peut-être une remarque ou une expérience à partager là-dessus? Sinon, je vais passer à la fin. Déjà, pour parler un peu de ce que j'ai retenu globalement. Déjà, vous remercier Malaï pour avoir accepté l'invitation. Et si je comprends bien, Malaï, en tout cas, avant de laisser Nils donner aussi son impression, en tout cas par rapport à ce qu'on a compris de cette heure, c'est déjà comment il est important d'avoir une stratégie derrière par rapport à la donnée. L'objectif, c'est pas juste d'empiler des données, mais c'est de décider par rapport à la bonne donnée. Ça, c'est un. De deux, on peut commencer petit et au fur et à mesure agrandir ou bien élargir le spectre de nos tableaux de bord. Ça, c'est aussi un autre point, en tout cas, que j'ai compris en tout cas des échanges. Et aussi, le troisième point, que la donnée ne décide pas, la donnée offre en tout cas le cadre, l'information, et maintenant c'est aux dirigeants, en tant que dirigeants, de pouvoir décider. Et aussi, l'outil ne fait pas tout, l'outil aide à pouvoir présenter ces données-là aux dirigeants pour pouvoir faire cette décision derrière. Et c'est pourquoi, en tout cas, quand tout à l'heure tu parlais de là où commencer pour faire ce diagnostic, comment dirais-je, ce processus guidé par la donnée. Voilà, tu disais, allez d'abord avec les données que vous avez déjà, faites les décisions avec ce qu'il y a déjà, et nous, justement, c'est ce point sur lequel nous accompagnons les structures. D'ailleurs, notre ami de données a partagé dans le lien, dans le chat, le lien voilà, pour pouvoir réserver un échange avec nous. Vous pouvez aussi scanner, juste pour permettre de caler 30 minutes avec vous, nous expliquer vos contraintes, c'est quoi le défi que vous avez en interne, et nous, on va vous dire comment on peut vous accompagner. Donc, avant de peut-être passer à Malaï pour le remercier et clôturer la session, j'aimerais laisser Nils aussi, peut-être qu'il y a une dernière question ou bien quelque chose qu'il a pu tirer de cet échange. Merci Diego. Déjà, tout d'abord, merci tout le monde d'avoir participé à ce premier déclic digital, et à Diego, bien sûr, aussi pour l'organisation avec Dieudonné, pour la gestion de la préparation. Malaï pour ton intervention en tant qu'invité spécial, et tous ceux et celles qui ont participé dans le public. Je pense que c'est un bon démarrage, et comme l'a dit tout à l'heure Malaï, le plus important, c'est de commencer par quelque chose et ensuite d'évoluer. Et donc, on garde vraiment cet esprit. Ça fait partie de nos principes aussi dans toutes les actions qu'on mène, de pouvoir aussi un peu démystifier parfois le numérique, les données, l'intelligence artificielle. Les gens pensent que c'est quelque chose qui demande plusieurs mois de développement, d'intégration. Et vraiment, on est mesure de s'adapter à la taille des clients, à la taille des budgets, et à démontrer assez rapidement l'impact. Je pense que ça, c'est vraiment le mot-clé à retenir. Et donc, voilà, je me réjouis déjà de la prochaine édition, et en tout cas, merci beaucoup. Oui, merci Nils. Je vais laisser Malaï aussi dire son dernier mot de remerciement et rappeler le prochain épisode, on va parler d'intelligence environnementale, donc que ce soit sur la mesure de la qualité de l'air et aussi de ce que nous consommons, que ce soit l'énergie, donc au niveau des entreprises, au niveau de vos industries, pour mieux l'utiliser. Donc, on va communiquer incessamment là-dessus avec un prochain dirigeant qui sera parmi nous. Donc, Malaï, tout en vous remerciant déjà pour la disponibilité et de nous faire l'honneur d'ouvrir
cette série de déclics digitales qui est un rendez-vous mensuel et qu'on espère en tout cas que les gens vont tirer l'expérience, mais surtout aussi trouver des solutions à leurs problématiques. Et aujourd'hui, on a parlé de la relais et j'aimerais vous laisser les derniers mots à l'endroit du public. Ben, c'est plutôt à moi de vous remercier pour ce privilège de commencer ce premier numéro de Déclic. Remercier Diego, Nils et toute l'équipe de Gaïga et surtout vous féliciter pour l'accréditation 3FPT. Je viendrai pour me faire former. Et vraiment remercier toutes les personnes qui se sont connectées pour assister à cet échange. Et moi, je terminerai pour vous dire que si vous retenez qu'une seule chose de cet échange, votre entreprise ne manque pas de données, elle manque juste des décisions éclairées. Et pour commencer, comme je l'avais dit, vous n'avez pas besoin d'un nouvel outil. Vous avez juste besoin de 5 indicateurs et d'une réunion de pilotage tous les mois. Donc, commencez petit, mais surtout commencez dès demain. Je vous remercie. Et on vous accompagne à commencer dès demain. Parfait. Merci. Voilà. Et il y a quelqu'un qui va vous accompagner pour commencer dès demain. Merci Malay, merci Nils, qui est très loin, mais bon, voilà, qui aussi qui a aidé à l'animation et à te donner notre ami de la régie du moins, et à tous les participants en tout cas pour la disponibilité. Et on se donne rendez-vous au mois prochain pour l'épisode du Déclic Digital. Merci. Ciao.